Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. À la une de ce journal, le père d'un élève reconnu coupable de violence sur le collégien Noé a été condamné. Il a annoncé faire un appel. Alors l'affaire qui avait fait le buzz l'année dernière après une vidéo virale illustre le débordement autour des conflits entre jeunes et des conséquences judiciaires qui s'ensuivent. Retour sur les paroles de l'avocat de la famille de Noé, Olivier Félix. Un avocat n'est jamais satisfait d'un verdict puisqu'il s'agit de faire condamner un homme. On essaie de faire notre travail et voilà, il y a une condamnation qui est tombée qui me paraît quand même, ça aurait été incroyable s'il n'avait pas été condamné. Moi, j'ai surtout mis l'accent sur cette vidéo quand il dit « je vais le découper en deux ». Ça veut dire qu'on renvoie le jeune Noé à son état d'animal et non pas d'état d'homme. Et en fait, j'ai vraiment dit que l'inconscient l'a parlé. Évidemment, il n'a pas cessé de dire que son fils était harcelé, etc. Et de dire des contre-vérités. Et j'avais normalement les moyens de démontrer le contraire. Que justement, par le collège et tout, on pouvait savoir que le fils... Et le fils Mathias, c'était justement le contraire. C'était lui le harceleur, il harcelait garçons et filles, il attaquait les plus grands, il faisait les pires choses. Et les assistants d'éducation ont dit qu'en fait, ce qu'il faisait qui était grave, c'est qu'on le voyait, il ne savait pas que l'assistant le regardait, il attaquait. Il blessait quelqu'un, il lui enlevait rapidement sa chaise brutalement pour qu'il tombe au moment où il allait s'asseoir. Et puis après, il disait « Mais non, c'est pas moi du tout, c'est un tel ou c'est un tel. » Il dénonçait d'autres. Vous savez, un enfant reproduit toujours son environnement. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. Quand on dit qu'il subissait du racisme parce qu'il était quasiment le seul blanc au collège Pita, alors que lui, tous les assistants disent qu'il tenait, on l'a surpris plusieurs fois, à tenir des propos racistes. Et la raison pour laquelle il y a eu un échange verbal entre Noé et lui, c'est parce que Noé l'a entendu dire. Noé ne le fréquentait pas. Pour lui, c'est un tout petit. Il a entendu dire, oui, les Blancs ont toujours colonisé les Noirs. Mais ce qu'il dit, c'est bien qu'il l'a entendu quelque part. Je veux dire, à son âge, s'il avait entendu quelque part. Et moi, je pense que le père, quand il dit « je vais te découper en deux », il le renvoie à l'état d'animal. Donc, il n'y a pas plus raciste que ce propos-là. Noé a eu un sentiment, à un moment donné, que le système était contre lui, qu'il n'avait aucune chance. Et ça, c'est terrible hein, pour un enfant de cet âge-là, savoir que la société ne va pas me protéger parce que je ne suis pas du bon côté. Et il faut absolument qu'il puisse prendre confiance dans son pays. Il sache que dans son pays, même s'il y a des sujets d'injustice, de discrimination et tout ce qu'on veut, son pays est là et nous sommes là pour lui. À Baie-Mahault, place à la commémoration des combats de Bazeilles, un hommage qui a été rendu aux troupes de marine en Guadeloupe. Décorations et médailles militaires ont souligné l'engagement et le courage des sous-officiers présents. Retour en images, Vianney Valverde. Actuellement, nous sommes sur la place d'armes du régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe, à Baie-Mahault. Nous sommes rassemblés ici, l'ensemble du régiment, pour commémorer l'anniversaire des combats de Bazeilles qui, en 1870, ont opposé les troupes de marine aux armées prussiennes dans la région de Sedan. Elle s'est déroulée en plusieurs phases, comme toutes les cérémonies militaires. Elle a permis de mettre à l'honneur d'abord des militaires méritants, des cadres et également des volontaires qui ont démontré pendant leur formation de grandes aptitudes.
Et également, dans un second temps, elle a permis de les mettre en avant par un tableau vivant qui a permis de présenter l'ensemble de ces filières de façon concrète sur la place d'Armes. Et puis enfin, un moment un peu plus de recueillement, centré sur les combats de Bazeilles, avec le récit de ces combats, où chacun a pu se remémorer l'histoire de nos anciens. Aujourd'hui, nous sommes là aussi, tous les anciens combattants, les médaillés militaires et puis tout le monde patriotique. Ils sont là pour célébrer le combat de Bazeilles. Alors le combat de Bazeilles, c'est quelque chose qui s'est passé pour les troupes des marines. Et nous venons pour que les jeunes qui puissent voir que nous sommes pas, on n'a pas délaissé le monde combattant, on n'a pas délaissé le milieu, on est toujours avec eux. Et puis c'est un moment pour leur dire aussi que l'armée existe toujours. Et les jeunes qui sont dans un état, qui peuvent venir au RSMA, le RSMA leur pourra toujours apporter un métier, apprendre à être à l'heure, apprendre aussi à avoir des responsabilités et puis à être un homme. Le RSMA, malgré tout ce qu'on dit de négatif, ça apporte beaucoup de choses positives. Ça nous aide à avancer plus facilement dans la vie, à nous insérer plus facilement dans la vie professionnelle, sachant qu'actuellement en Guadeloupe et aux Antilles en général, c'est très difficile. Les patrons ont du mal à engager. Le RSMA a beaucoup de partenaires, donc niveau insertion, c'est pas difficile. Si on vient avec un certain objectif, on se tient à cet objectif, on respecte les ordres qui nous sont donnés au RSMA, ce qu'on nous inculque, tout se passera bien. Certains de mes stagiaires ont réussi à s'intégrer au bout de 4 mois, 5 mois. Le plus récent, c'était un déserteur qui est revenu et au bout de quelques semaines, il a réussi à trouver son premier contrat professionnel. Donc si on veut, on peut. L'Assemblée générale du syndicat national des collèges et lycées marquée par un constat alarmant, suppression de postes, pénurie d'enseignants dans plusieurs disciplines et une charge mentale qui pèse de plus en plus sur les professeurs. Un reportage de Vianney Valverde. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que suite aux suppressions de postes opérées l'an dernier, nous avons effectivement, et c'est la conséquence de cela, des profs qui manquent dans de nombreux établissements, dans de nombreuses disciplines, dans les collèges, y compris les collèges REP, REP+, où il avait été décidé dans un certain temps de ne pas dépasser un seuil d'effectifs en 6e et en 5e. Nous voyons que nous avons maintenant des 6e à 28, 29, 30 élèves, ce qui est inadmissible pour nous. En lycée, c'est pareil. Nous avons des effectifs qui explosent, alors que nous nous battons depuis des années pour que ces effectifs soient corrects, aux alentours de 26, 27 élèves, compte tenu du public que nous recevons. Je suis vraiment très contente d'assister ce matin à cette Assemblée générale parce qu'il est question de santé mentale. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser à la santé mentale des élèves, bon, on en a parlé aussi, mais là, il est aussi question de la santé mentale des enseignants, puisque nous sommes de plus en plus sollicités pour d'autres missions que notre mission pédagogique. Et en particulier, nous avons pas mal parlé de l'inclusion maintenant qu'il est fait d'élèves à besoins particuliers. Et donc, nous nous retrouvons, nous enseignants, face à des publics de plus en plus divers et variés, et on nous demande finalement d'avoir des rôles pour lesquels nous n'avons pas été formés. Donc c'est quand même intéressant. On a donc un psychologue et un psychiatre qui sont là avec nous ce matin et qui nous permettent quand même de prendre une certaine distance et de nous resituer par rapport à ces situations où nous sommes, comment on va dire, sans ressources. On assiste à une montée en puissance du nombre d'enfants qui sont victimes de troubles psychologiques, tous troubles confondus. Ce sont des gamins pour lesquels on a besoin d'un accompagnement spécialisé. Et que constatons-nous dans notre académie? On constate que, par exemple, le personnel des AESH, qui sont censés encadrer nos élèves dans les salles de classe, manque à l'appel, il en manque. On se retrouve avec des AESH qui ont 2-3 élèves à gérer dans la même classe, ce qui est insupportable quand on a promis, quand on fait la promesse, quand on affiche que la santé mentale est une priorité.
La succession et l'indivision sont des problématiques courantes, y compris aux Antilles. Hier, cette conférence proposait des clés pour gérer son héritage sereinement et éviter les conflits et anticiper les démarches judiciaires si nécessaire. Un reportage de Vianney Valverde. Matin, en capacité pour aller travailler. L'initiative, c'était pour permettre à nos aînés de comprendre comment vivre sainement, comment vivre autrement qu'en indivision. Il est de notre devoir de remédier à ce problème aux Antilles, enlever l'indivision pour qu'on puisse vivre tranquillement en famille, en paix. L'arrangement à l'amiable, je crois que c'est l'une des meilleures solutions, puisqu'elle l'a bien dit, on n'est pas obligé d'arriver justement à une procédure judiciaire. Il suffit justement de s'entendre. Et c'est ce que l'on demande aux familles, c'est de s'entendre, de discuter, de mettre en place une stratégie pour éviter d'arriver jusqu'à la procédure judiciaire. C'était important de faire comprendre aux personnes dans cette assemblée qu'il ne fallait pas rester bloqué sur la phase amiable quand celle-ci n'avait pas abouti, qu'il fallait avancer et aller vers la phase judiciaire parce que toutes les successions sont bloquées parce que du moment que la phase amiable échoue, en Guadeloupe, on a tendance à ne pas aller plus loin. Donc, il faut impérativement se rapprocher d'un avocat pour engager la procédure de partage judiciaire pour pouvoir débloquer et liquider les successions. Je suis venu avec ma grand-mère. Ce qui m'a motivé, c'est surtout les indivisions que nous avons en Guadeloupe et surtout dans la famille. Donc le mieux, c'est de participer à cette réunion pour pouvoir faire les démarches et faire les choses dans les règles. C'est très important parce que ça permet aux personnes de s'informer de leurs droits, de savoir comment on peut arriver à débloquer un problème de succession. On peut décider de rester dans l'indivision, mais à ce moment-là, c'est une indivision conventionnelle qui est choisie et qui répond à certaines règles. À ce moment-là, on passe une convention, c'est un choix. Et on peut permettre d'établir des règles entre les différents indivisaires. Autrement, à ce moment-là, il faut arriver au partage pour que chaque personne ait son titre de propriété. Depuis plus d'un mois, l'association Bellifienne est au cœur d'une vive controverse. Des salariés dénoncent finalement des licenciements abusifs et une gestion jugée familiale, tandis que la direction justifie ses décisions par des procédures respectées. Nous faisons le point sur cette situation. Olivier Félix. Matin, en capacité pour aller travailler. Encore sur la planète, c'est pas toute mission, je peux faire. Au milieu du flot, au milieu Gustave Di Flo, il y a 6 mois qu'il a. 6 mois qu'il a, c'est famille à eux. C'est, si vous regardez, l'association là, ça, ils sont venus pour y régner, pour y faire l'autre. Di Flo, Capati, et voici là, nous allons travailler. Saint-Robert, au Amisé Champagne. Font ça aussi des boussailles dans ma voiture là. Font ça aussi masse là, tout le bitin, gants, sable, tout le bitin là. Et pas même qu'on aime les voitures. Voici là, douce, c'est cadé, ça dit comme il y a le fond des voitures là. Voici là, rouler toujours. Comme il y a le fond des voitures, comme son voiture automobile, voiture électrique, il a. Comme il y a le fond des voitures là. Voici là, on va dans une porte là. Au milieu, là, fait à peu près 3-4 mètres, je regarde ces voitures là. Au milieu, mais fond des voitures là, mais on dit, mais c'est ça comme ça. Ça restait là. C'était moins de cas, hein. Nous pouvons prendre travail. C'était moins de cas. Il montait, là, nous Saint-Robert, c'est lui qui a travaillé là, monsieur Champagne. Il criait Papaye, Floribert, il criait Beaupère, monsieur Laris, Mathieu. Il dit, on j'irai maman. Mais ça n'a pas fait Saint-Robert, ça fait un bout là. Ça fait un bout là. Et j'apprends 2 mouns, Saint-Robert. Hein? Qui partait même là, M. Larry et Floribert mettent ces gens-là comme témoins, comme quoi, soi-disant, ces gens-là sont témoins. Ces gens-là, on est couillé à ces gens-là. Dit, ça n'a pas fait Saint-Robert, ça fait Baïf là, en bout là. Et après ça, M. Floribert, point parti, il fait d'être Romial, soi-disant, Romial, pas te connaître maman, il patate. Enfin bref, comment ça, c'est coup monter à eux, parce qu'elle entend bien. Foutez-moi des rôles soi-disant. Parce que le département déjà avec Floribert, hein. Là, il travaille, quelqu'un travaille dans la mairie là-bas, là. Là, il peut même partir en congé et en retraite, il était qu'à venir en maire de nous là. Moi, ni couillé à le département comme quoi, on déjà averti, moi les maires aussi, parce que c'est qu'à faire une chier. Là, carrément l'autre d'après soi-disant. Et c'est pour ça, là, ils font réunion avec le syndicat de la CFTC, il y a qui prend décision, sans Romial, sans une partie à Romial. Il y a qui moins quoi, le syndicat là, il dit qu'on compte dire à lui, M. Laris, il y a qui prend des décisions sans indemnité, sans papier, sans préavis, sans aide. Alors c'est juste je m'en gourmé pour ça. Nous sommes en présence d'un salarié qui a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
dont la procédure a été respectée et qui manifeste son désaccord, en tout cas son incompréhension face à ce licenciement. Monsieur ne m'a jamais rencontré avec les syndicats. Le conseil que je peux lui donner, c'est de saisir les instances idoines qui existent pour ce type de conflit, donc de saisir les prud'hommes. Et c'est seuls les prud'hommes, organes habilités, qui pourront statuer, trancher sur la validité, sur le bien fondé de ce licenciement. Le document de M. Rospard a été envoyé par courrier accusé-réception. Donc il a reçu son certificat de travail, son attestation France Travail et son solde de tout compte. Document réglementaire qui puisse lui permettre de s'inscrire à France Travail afin de toucher ce qu'on appelait avant les ascétiques. J'invite ce salarié, en tout cas cet ex-salarié, à saisir les prud'hommes afin qu'on puisse régler au plus vite cette situation qui met à mal, je le dis, le quotidien de nos bénéficiaires, de nos personnes âgées. Hier, à Petit-Bourg, le village des associations a ouvert ses portes pour permettre rencontres, échanges et mise en lumière des acteurs qui dynamisent un petit peu la vie locale. Un reportage de Michel Depape. Nous sommes dans notre palais Laura Fessel qui accueille dans de belles conditions, de bonnes conditions, le village des associations. Nous sommes à notre 14e édition. On a fait un bon choix que toutes les associations se rassemblent ici et pour pouvoir faire connaître leur activité, pour pouvoir également se retrouver en fait. Toutes les associations de Petit-Bourg qui font la joie des petits bourgeois, qui font le dynamisme de la ville de Petit-Bourg, ce sont ces associations-là qui sont les partenaires de la ville de Petit-Bourg et nous sommes très heureux d'accueillir tout le monde. En passant dans les stands, nous nous rendons compte vraiment qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des passionnés et qui souhaitent partager leur passion avec les autres petits bourgeois. Après la vie professionnelle, justement, la vie associative prend le relais pour faire de Petit-Bourg la ville où il fait bon vivre. La Semaine européenne du développement durable débute ce jeudi 18 septembre et se prolongera jusqu'au 8 octobre 2025. L'objectif, c'est de rassembler citoyens, entreprises et collectivités autour d'initiatives concrètes pour une transition écologique juste. Pour la première fois, la société civile guadeloupéenne y participe officiellement. L'une des voix fortes de cette démarche, la société Kenres, une coopération en tout cas innovante, spécialisée dans l'énergie verte. Et pour en parler ce soir avec nous en direct, nous avons son fondateur et son président, Monsieur Bougré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir. Merci aussi de nous recevoir. Vous êtes accompagné évidemment de Monsieur Tony, chargé en tout cas des relations publiques. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'attendez-vous pour cette première participation officielle de la société, en tout cas, pour la Guadeloupe? Alors, déjà, ce genre de manifestation se fait de manière régulière à différents niveaux en Europe. Moi, ce que j'aurais surtout déjà dans un premier temps, c'est profiter en une minute pour rappeler aux Guadeloupéens les enjeux et les épées de Damoclès qui sont au-dessus de leur tête dont on ne parle jamais. Ensuite, je passe la parole à Tony qui va parler plus directement de cette semaine de développement durable, parce que lorsqu'on s'exprime et qu'on parle, on dit en Europe qu'on a des problèmes d'électricité, on va avoir des problèmes d'électricité, on va avoir un certain nombre de trucs, et qu'on a des solutions sur lesquelles la société civile a déjà travaillé, a déjà commencé à faire un certain travail pour éviter le pire, que les gens ne savent pas. Il y a plusieurs des choses. Il faut que vous sachiez rapidement que 2 députés, Raphaël Steinberger et puis Antoine Armand, avaient fait une enquête parlementaire qui a duré 6 mois, pour laquelle, sur la perte de la souveraineté énergétique de la France. Cette perte de souveraineté, après avoir ces 6 mois, donc résultante, ils disent que ça s'est signé par 500 députés à peu près, que toutes les décisions qui ont été prises en matière énergétique, ces 30 dernières années, étaient des divagations politiques. Eh bien, toutes les décisions qui ont été prises ces 30 dernières années, qui a fait perdre la souveraineté énergétique à la France par l'intermédiaire d'EDF, c'était des divagations politiques. Et moi, ce que je dis, c'est que forcément, s'il y a eu des divagations politiques pendant 30 ans par rapport à la France, forcément, ça a eu des répercussions en Guadeloupe. Ce dont on ne parle jamais. Et parmi ces divagations, ou parmi ces problèmes, il y a pas de divagation, mais parmi ces problèmes, il y en a une qui est extrêmement importante. Les Guadeloupéens et Guadeloupéennes, les ultramarins en général, oublient que le prix de l'électricité qu'ils payent aujourd'hui est artificiellement bas.
et qu'il y a une mécanique, sans entrer dans les détails, ça s'appelle la CSPE, la TFCCIE ou TICFE, qui permet de faire en sorte qu'on ne paye pas le prix de l'électricité au prix où on devrait le payer, grâce à cette taxe, grâce à ce fonds. Et en 2017, lorsque Monsieur le Président Emmanuel Macron est arrivé, il a fait une revue des dépenses. Et dans ces revues des dépenses, figurez-vous qu'il figure le rapport 2017 M015 qui dit que ce fonds qui permet de compenser ce prix ou de le garder artificiellement bas, il est déficitaire. Et à chaque fois, c'est l'État, ou presque, qui comble. Et il s'était dit qu'un jour ou l'autre, il fallait revoir cette CSPE TIFCE. Je répète aux Guadeloupéens que le jour où, et dans le contexte actuel, vous savez comment ça se passe, hein, l'instabilité politique qu'il y a, qui génère tout un tas de problèmes à tous les niveaux à cause des 3 000 milliards de dettes, et les gens oublient que c'est pas 3 000 milliards, hein, c'est 7 000 et quelques, parce que quand on inclut, parce que les 3 300 milliards, c'est, je dirais, au sens bilan du terme, il paraît qu'il y a du hors bilan de 4 000 et quelques milliards qui ferait que. Et donc, dans ce contexte, et par rapport à cette instabilité, si on ne fait rien, si on n'anticipe pas, il va y avoir, Rotaillot, vous le savez, il dit qu'il faut tout faire sauter, hein, l'ADEME, tous les organismes d'État qui font rien, etc., etc. Et j'ai bien peur qu'à l'occasion de ces rabotages et puis de recherches financières par ailleurs, ils finissent par tomber sur la CSPE, ils finissent par remettre au goût du jour la CSPE. Et s'ils touchent à la CSPE, ils l'enlèvent, eh ben, ça voudra dire que les factures des Guadeloupéens, des ultramarins en général, vont être multipliées par 3 ou par 4. Et donc, ce que je propose, c'est qu'à l'occasion de ce webinaire aussi, et à l'occasion d'autres opérations qui sont menées au niveau européen, dont j'ai parlé à votre présidente il n'y a pas très longtemps, vont permettre de faire en sorte que les informations et l'information, troisième point important, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes n'ont jamais été formés et informés des réalités énergétiques de leur territoire. Jamais. Il faut faire des études d'impact, ça se fait à peu près, mais les enquêtes publiques et tout le reste, ils ne savent pas ce que c'est. Ils découvrent que telle multinationale a mis en place tel système de production, etc., et ainsi de suite. Et si on continue sur ces bases-là, on va droit dans le mur par rapport à un certain nombre de choses. Nous, en tout cas, société civile guadeloupéenne, depuis longtemps, on avait pris conscience de ça, en tout cas moi, et nous avons mis en place un certain nombre de solutions qui fait qu'on dit, voilà, il y a ça, il y a tel problème, mais même dans l'état actuel où la France est instable et autres, on peut dire à la France, voilà ce que des Guadeloupéens, de citoyens engagés de la société civile ont travaillé ces dernières années. Voilà les solutions qu'ils proposent et qui ont déjà été vues et enregistrées par notamment les services de l'État. Vous pouvez appeler M. Philippe Poitiot qui va vous dire dans quelle mesure ce qu'on dit est vrai. Et donc, va permettre à la Guadeloupe, quelles que soient les hypothèses qui arriveraient, de pouvoir s'en sortir. Encore faut-il qu'on en prenne conscience, qu'on fasse ce qu'il faut faire, parce que jusque-là, la loi n'a pas été respectée depuis la délégation de Rio en 92, la Convention d'Arus en 98, l'article 7 de la Charte de l'environnement de la Constitution française dit qu'on ne peut pas, il faut sur un territoire, il faut former, informer, prendre le temps de former, d'informer la population, sinon elle va rester à côté des enjeux, et avec toutes les conséquences que ça va impliquer, et dans le contexte d'instabilité que vous imaginez, vous voyez bien ce que ça va pouvoir donner. Et concrètement, il y a des exemples concrets aujourd'hui qu'on peut dire aux gens, sur la zone de Bouillante, il y a une première unité industrielle qui va voir le jour. On a fait tout le travail qui va bien, et je remercie au passage monsieur Thierry Abelli qui est rentré dans la dynamique pour créer une société commune telle que c'était prévu en 2012. Il y a un article de France Antilles 2 juillet 2012 qui le dit. Okay, et on rentre donc, grâce à ça, dans cette dynamique-là, avec un certain support de l'État et des services de l'État. On continue de faire ça pour aller dans le bon sens. Et donc, du coup, toutes ces actions-là vont pouvoir être valorisées, en tout cas vues et intégrées dans cette semaine de développement durable, parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas ces problématiques-là. Oui. Et donc, on va pouvoir véhiculer les informations qui vont bien, et surtout, les solutions qu'on propose, tant pour la problématique d'énergie, je viens de vous citer, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour l'eau, c'est la même chose. Okay. On a exactement le même type de truc prévu pour la... Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi pas s'être inscrit en amont, il y a quelques années, justement, pour dire justement ces solutions concrètes ? On l'a fait, mais
comme je le dis, l'Europe lance différents webinaires, différentes manifestations, etc. Il y en a un certain nombre sur lesquels on a positionné des choses, notamment, je parlais avec le président tout à l'heure, d'une autre qui va venir, enfin qu'on a préparée l'année dernière, qui va revenir cette année. C'est celle qui consiste justement à valoriser la présence, les actions que les citoyens font pour apporter eux-mêmes des solutions, sans obligatoirement rentrer dans les problématiques de partis politiques à gauche, droite, milieu, centre, pour lesquels de toute manière ils ne pourront rien faire sur ces aspects-là. Et donc du coup, on est en train de travailler, on a déjà mis en place des groupes de travail dans toutes les communes de Guadeloupe, qu'on appelle des Mercuriens, Mercuriennes, qui vont justement à proximité des Guadeloupéens leur apporter en créole, en anglais, en français, comme ils veulent, les informations qui vont leur permettre d'être informés, d'être formés, pour éviter de passer par rapport à notamment des consultations publiques qui sont faites. L'État en a lancé un il n'y a pas longtemps, sur consultation publique dématérialisée. Si vous n'avez pas un ordinateur, si vous n'avez pas un moyen de communication qui va bien, vous savez comment ça va se passer. Oui. Voilà. Je me tourne vers vous, en tout cas, Monsieur Tony. Donc, pour le public qui va découvrir, en tout cas, cette semaine européenne du développement durable, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et ce que ça représente aussi pour votre société? C'est, comme vient de le dire M. Bougré, en fait, il s'agit de valoriser les initiatives citoyennes. Donc, elle s'inscrit dans le développement durable des 17 objectifs. D'accord. Donc, parmi ces 17 objectifs, ceux que vient de citer M. Bougré, dans le numéro 6, c'est l'eau. Le numéro 7, c'est l'énergie, sauf si je me trompe, c'est l'inverse. Et il y a aussi la biodiversité. Voilà, il y a tout un ensemble d'éléments qui font l'actualité d'ailleurs, qui font débat. Par exemple, sur l'eau, effectivement, comme le disait, c'est bon. Voilà, à présent, on a même la Chambre régionale des comptes qui nous, je vais pas dire réconforte, mais voilà, ils ont émis un rapport où, à un moment donné, pour venir sur les droits fondamentaux de l'usager, c'est de pouvoir mieux, dans la gouvernance, intégrer les usagers et le suivi des projets, chose qui ne se fait pas. S'ils l'ont mis, c'est parce qu'effectivement, ils ont identifié qu'il y avait un déficit d'information. Et pour répondre justement à la question où vous disiez pourquoi maintenant, mais c'est qu'on ne savait pas. Là, on prend ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que moi qui ne suis pas expert, je prends part à ce projet de plus en plus. Bon, je prends conscience qu'en fait, il y a moyen qu'on puisse arranger toutes ces problématiques. Parce que, bon, je vous prends un exemple bien simple. On a, par exemple, dans le sport, on a des tas de super sportifs, Teddy Riner, etc. Mais on a aussi des ingénieurs dans différents domaines qui savent briller, qui brillent à l'international et qui sont capables de par exemple, vous voyez le problème de l'eau, on est en train de se mentir. Chacun veut essayer de dire oui, l'eau ci, l'eau ça, je veux reprendre. Je veux bien, mais si on n'a pas les sous, si on ne sait pas lever les fonds, en vérité, voilà. Et la Chambre régionale des comptes, encore, c'est eux qui le disent. C'est qu'il y a un problème de moyens financiers. Il y a un problème de moyens financiers. Il y a un problème de moyens financiers. On entend des montants. Ça fait partie des obstacles. Mais pareil, quand il y a eu une enquête parlementaire sur l'eau, le rapporteur, c'était un de nos députés, qui, à un moment donné, on disait, ça disait que il fallait 2 milliards pour refaire un réseau. C'est un réseau d'eau et d'assainissement. Voilà. Il y a une défaillance pas possible sur ça et on est parti pour 200 ans. C'est eux qui... voilà. Donc, ils ont estimé ça, il y a 200 ans. Voilà. Donc nous, en tant qu'acteurs aussi de l'économie sociale et solidaire, lors de cette semaine européenne du développement durable qui va durer 3 semaines, on invite effectivement, comme vous l'avez signifié au début, mais aussi en l'occurrence aussi les acteurs qui incarnent l'identité de l'économie sociale et solidaire, qui rassemble un certain nombre de valeurs pour qu'on puisse, ensemble, et pas chacun de son côté, quoi. C'est juste ça, quoi. Si des téléspectateurs qui nous regardent ce soir ne connaissent pas votre société de coopération, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler un peu de son modèle qui est particulier aussi, parce que les SIC, on n'en croise pas non plus tous les 4 matins. Et cette fois-ci, je me tourne vers son fondateur. Ben oui, ça rentre dans la continuité de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est que
dans le programme d'action qu'on a, qui s'appelle UGA Geo4G.HD, une Guadeloupe d'avance géothermie de 4e génération hydrogène, pour lequel j'ai fait un travail de fond depuis tantôt que beaucoup de gens connaissent maintenant. Il y a tout un certain nombre de projets qui sont maintenant validés pour arriver à pour continuer d'avancer à un certain niveau. Là aussi, j'en profite pour dire sur les aspects financiers. Comme nous, ici, la plupart des gens de gouvernance, ils s'installent dans des postes, des machins et tout, et ils oublient que le monde évolue. Depuis la COP21 en 2015, il y a 185-115 pays qui ont signé les accords de Paris pour réduire leur problématique de changement climatique, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'ONU, la finance internationale, au vu de ça, ils savent très bien que les 185-195 pays n'auront pas suffisamment d'argent pour financer leurs solutions. Ils ont créé une finance spéciale, un écosystème financier spécial, dans lequel il y a des centaines de fonds d'investissement qui, dès lors que votre projet tient la route par rapport à l'aide ou une solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on vous soutient à hauteur de 100, 200, il faut que ça tienne la route, votre projet. 100, 200, 300, 500 ou 1 milliard d'euros. Nous, on ne le sait pas. Sauf que, à l'occasion des projets qui ont bien avancé, qui ont se matérialisé, l'unité surbouillante dont je viens de vous parler tout à l'heure, à la Désirade, on va mettre en place une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage de mer. La Désirade va devenir, c'était déjà prévu en 2007-2009, les politiciens ont fait encore leur truc, 2007-2009, une station va devenir premier laboratoire démonstrateur de production d'hydrogène réellement vert. Oui. Petit Canal, il y avait un projet qui était positionné par EDF que j'ai repris pour mettre aussi une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage pour produire de l'électricité, mais ils vous disent que l'électricité on n'a pas besoin, sauf que nous, dans nos plans et nos stratégies, il est prévu qu'on vende de l'hydrogène vert, qu'on le stocke sous forme de liquide à moins de 150 degrés Celsius. Il y a des tankers que les Japonais ont fait qui vous permettent donc de transporter l'hydrogène dans n'importe quel pays au monde. Et on est déjà en rapport avec les Allemands, les Japonais et tous ceux qui, si vous voulez, sont contre le fait de produire de l'hydrogène à partir de l'électricité provenant de, du nucléaire. Donc ça, d'une part, et surtout, faire en sorte que la population, le but de la SIC-CNRS, entre autres, c'est de faire en sorte qu'on mette en place les outils, tout ce qu'il faut pour que, à chaque pas, la population guadeloupéenne, surtout celle qui se trouve entre la classe ouvrière et le bas de la classe moyenne, elle puisse être informée au plus tôt de ce qui va se passer sur son territoire. Ce pourquoi on a mis en place une veille informationnelle au Sénat et à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'appelle Guadeloupe, qui sort de l'Assemblée nationale, même avant, sort de l'Assemblée nationale dans les commissions, etc., ou le Sénat, on est informé et on relaie avec les mercuriennes qui sont dans chaque commune de Guadeloupe les informations pour que les personnes qui ont un certain âge, les personnes qui n'ont pas de moyens de communication, etc., puissent être informées, formées, donnent leur avis comme ça l'exige la loi, qui n'a jamais été respectée dans ce sens-là. Merci beaucoup, Monsieur Bougré, pour ces explications claires. Merci beaucoup, Monsieur Tony. On rappelle, oui, vous vouliez très rapidement. Très rapidement, juste pour préciser aussi que c'est un outil qui permet en fait à la population guadeloupéenne de s'approprier, d'avoir les retombées qui vont avec. Par exemple, le capital social de cette société, elle est ouverte à partir de 1 euro. Voilà, parce qu'il s'agit de la vendeuse de pistaches, ceux qui passent par l'Alliance, là, ABMAO, jusqu'aux Guadeloupéens qui puissent s'approprier en intégrant cette société, en rentrant dans le capital social de... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.